Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être présents pour ce nouvel événement 5 à 7 du CLUSIS. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons désiré, 18 mois après l'arrivée de ce Covid, voir finalement ce qu'il en est et comment chacune et chacun arrive à se réaliser dans ces changements de manière de travailler. Alors certains sont fans du télétravail, d'autres ont envie de retourner au bureau. Les entreprises, finalement, que désirent-elles, elles, exactement? Et pour pouvoir répondre à ces différentes questions, eh bien, nous avons sollicité 3 intervenants, une intervenante et un intervenant. Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être là. Comme toujours, je remercie nos sponsors et puis je demande à celles et ceux qui sont en ligne de bien vouloir couper leur caméra, couper également les micros pour permettre à nos 3 orateurs de prendre position et prendre place dans l'enregistrement et de pouvoir ensuite vous présenter le contenu de leurs interventions. Nous allons démarrer directement avec Madame Pamela Rabou, qui est coach professionnel certifié. Son analyse, la manière dont elle perçoit le regard de ses clientes et de ses clients qui, dans des relations plutôt en bilatéral, s'expriment sur le dossier télétravail, oui, non, pourquoi, quelles sont les conséquences sur le plan humain, quelles sont les conséquences sur le plan professionnel. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à Monsieur Raoul Diaz, directeur du département contrôle et sécurité de l'affaire Genève, qui lui nous donnera également le regard qui est porté à l'intérieur de l'affaire Genève, mais également en ce qui concerne, je dirais, les collaboratrices, collaborateurs qui vivent en Suisse ou qui travaillent en Suisse mais vivent en France. Il peut y avoir un certain nombre de paramètres dont les entreprises doivent tenir compte. Et puis, Monsieur Remizzo, qui est CEO de Softcom, qui, lui, avait déjà mis en place le télétravail avant le Covid. Maintenant, nous verrons si cette période Covid, ces 18 mois, ont modifié son regard, ont intensifié la procédure, l'ont ralenti. Il nous donnera également ses expériences sur ce sujet-là. Afin d'entrer directement dans le vif du sujet, je vais directement donner la parole Madame Pamela Rabou, je serai la modératrice, je prendrai en compte vos interventions, vos questions. Comme à chaque fois, il y a 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions, et puis ensuite, il y aura les questions finales que nous prendrons en dernière partie des 2 heures qui sont à notre disposition. Madame Rabou, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir accepté de vous exprimer sur ce sujet-là, et sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Perra-Jacquet, au CLUSIS, pour cette opportunité de partage. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut déjà tirer quelques apprentissages, en tout cas des constats et des réflexions. Pour ma part, si on passe au slide suivant, la vision que j'ai souhaité apporter aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, elle est plutôt au niveau effectivement humain, l'axe par rapport à l'importance des interactions entre les personnes, mais également de la cohérence avec la culture d'entreprise. C'est effectivement 2 sujets qui sont systématiquement derrière toute thématique qui peut être à l'origine d'une demande de la part d'une entreprise lorsqu'ils font appel à un coach. Même derrière les aspects les plus techniques, on retrouve systématiquement ces interactions humaines et la cohérence qu'il y a avec les modes organisationnels de l'entreprise. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, parmi les différents axes qui ont pu être observés durant ces 18 mois, malheureusement, force est de constater que pour beaucoup de personnes, ça a été source de souffrance. Ça l'est encore. Il y a différents aspects derrière cette souffrance qui peuvent être liés à l'isolement, qu'il soit au niveau professionnel comme personnel, la situation personnelle en soi, le contexte familial, des proches influence énormément sur la qualité dans laquelle on se retrouve au niveau du télétravail. Le manque de repères, les habitudes ont du bon et du moins bon, mais c'est vrai qu'au niveau sociétal, on a quand même des repères, des rituels, ne serait-ce que se serrer la main, se retrouver autour de la machine à café, enfin vraiment des habitudes qui nous permettent de créer des liens sociaux.
Donc, ce manque de repères a énormément créé de souffrance également. Et puis, on a, depuis maintenant longtemps, on entend parler de tous ces anglicismes qui sont le burn-out, qu'on entend malheureusement encore trop souvent, liés à l'épuisement professionnel. On a entendu parler aussi un peu moins souvent, mais du bore-out, qui est en lien avec l'ennui au travail. Et puis, le télétravail a clairement amené un nouvel anglicisme qui est celui du blurring, où il y a un réel manque de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Ces différents aspects-là apportent des nouvelles réflexions qui sont des réflexions qui se faisaient déjà d'avant. Hein. Elles ne se font pas uniquement parce qu'il y a eu télétravail ou parce qu'il y a encore télétravail, mais en tout cas, ça rapporte une vraie question par rapport au travail de manière personnelle. Chacun se re-questionne quant à son rapport au travail. Quand on parle de rapport au travail, on entend par là, est-ce que pour moi, le rapport au travail, le travail en soi est un moyen de vivre, de survivre, de payer mes factures? Est-ce que c'est là où je m'épanouis? Est-ce que c'est au centre de ma vie? Donc, ces questions-là, aujourd'hui, elles prennent une autre ampleur. On peut se questionner à tout niveau pour pouvoir comprendre où on en est par rapport à ce rapport, mais je dirais qu'il est également important au sein d'une entreprise que les personnes qui sont responsables d'équipes, de départements, se positionnent non seulement par rapport à leur propre rapport au travail, mais par rapport à l'influence en fait que leur propre rapport au travail va avoir sur leurs collaborateurs. Je m'excuse si on peut juste revenir à la slide d'avant par rapport au rapport au travail, si c'est possible. Sinon, on fait un petit arrêt là-dessus, c'est pas grave. Celle d'avant. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Simplement par rapport au rapport au travail, ce qui est important de dire aussi, c'est que cette influence, elle touche aussi à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quand même un discours qui est là depuis des décennies. On se demande comment faire pour reconnaître au niveau professionnel les individus. C'est un des questionnements principaux qui fait que beaucoup de personnes décident de rester ou pas dans une entreprise par rapport à la reconnaissance qu'ils reçoivent. Comment, en télétravail, est-ce qu'on vit l'expérience de la reconnaissance? C'est un vrai questionnement. On peut vivre l'expérience de la reconnaissance à travers l'activité, à travers les compétences qu'on fournit, à travers soi-même, à travers la personne. Donc, au niveau interaction, au niveau relation, comment est-ce qu'on continue de faire exister cette reconnaissance tout en sachant qu'on n'est physiquement pas réunis? Par rapport aux autres questionnements qui étaient certainement déjà présents, mais que le télétravail a accéléré en quelque sorte, c'est le degré par rapport à l'autonomie, la responsabilité, l'engagement et la motivation des collaborateurs. C'est des questionnements que certaines entreprises avaient déjà en ligne de mire. Pour certaines, elles y travaillent déjà, ou elles y travaillaient déjà. Donc, le télétravail, finalement, n'a pas trop bousculé à ce niveau-là. Mais là où on était plutôt dans un style de management encore très directif, on est loin de l'autonomie des collaborateurs et du jour au lendemain, le télétravail a provoqué cette accélération. Donc, comment est-ce que on réagit en tant qu'entreprise quand on est démuni, quand on ne sait pas encore comment permettre de développer ces compétences-là? Et ben, le télétravail, il a quelque sorte obligé à questionner et à réfléchir au développement, à ce développement-là, à un niveau individuel, pour le mettre au service du collectif, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on demande à chaque collaborateur de développer ses compétences d'autonomie, d'engagement, de responsabilité et autres, le but est quand même de les mettre au service du collectif. Et là, encore une fois, comment on réunit ce collectif de manière virtuelle pour que la dynamique soit quand même existante et que lorsqu'on fait des réunions de travail à travers des outils Teams, Zoom ou autres, comment est-ce qu'on réussit à avoir cette cohésion d'équipe
de manière à vraiment travailler en équipe et non pas simplement chacun de son côté et revenir à des séances d'information plus qu'à des séances de travail. On peut passer très volontiers au slide suivant. Donc, par rapport à tous ces questionnements-là, dans cette présentation, c'était un parti pris que de partir du collaborateur et puis de faire évoluer les différentes réflexions, mais finalement, ça va dans les deux sens. Le collaborateur, il faut le dire, a beaucoup sollicité les managers et les ressources humaines par rapport à cette période, surtout pour les personnes qui n'ont pas très bien vécu le télétravail. Donc, ces managers et le département des ressources humaines ont réellement eu un rôle de personnes ressources pour les collaborateurs, ce qui automatiquement continue d'étendre au niveau des équipes de direction et de l'entreprise elle-même. À l'inverse, l'entreprise, elle a des besoins. Du jour au lendemain, elle a dû continuer à pouvoir fournir, produire, rendre un service selon le domaine d'activité dans lequel elle était. Et comment ces besoins, ces exigences d'entreprise se répercutent également au niveau des collaborateurs. Donc, c'est des éléments importants à prendre en compte. Et puis, on peut passer à la slide suivante, qui démontre que finalement, les enjeux sont beaucoup plus importants que le simple questionnement du pour ou contre le télétravail. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de sujets, on a cette tendance à simplifier et puis à dire on est pour, on est contre, mais finalement, l'enjeu, comme on vient de voir, est beaucoup plus important. On va le voir dans la slide suivante, que finalement, lorsqu'on est face à ces polarités, à ces extrêmes du pour ou du contre, à part catégoriser, diviser et simplifier, on n'amène pas vraiment de la valeur ajoutée au niveau des enjeux de l'entreprise. Catégorise parce que finalement, il n'y a pas de réalité fixe ni figée. Le quotidien, le contexte personnel de chacun, finalement, il évolue. Hein. Donc, les personnes pour qui aujourd'hui le télétravail est une option pourraient ne plus l'être demain et vice-versa. Elle divise alors que le problème, il est commun. Ce n'est pas uniquement une histoire personnelle, c'est aussi le contexte socio-professionnel qui doit être pris en compte, comment on le fait évoluer ensemble. Et puis, au niveau de la simplification, une entreprise se doit de tenir compte de sa complexité, humaine, de sa complexité organisationnelle et réfléchir à un niveau systémique, comment la prendre en compte de manière à la faire avancer, trouver des solutions et du coup amener des ajustements pertinents. Donc le but, en passant à la slide suivante, finalement, il est de gagner en cohérence situationnelle. Avant le télétravail, certaines entreprises fonctionnaient très bien parce qu'ils étaient face à une certaine situation dans laquelle ils avaient une certaine cohérence. Le début de la pandémie a provoqué et vraiment a obligé à s'adapter à la situation. Donc les gens ont fait comme ils ont pu. Il ne faut pas oublier que faire comme on peut, ça ne veut pas dire que tout doit être modifié dans ce qui a été fait en urgence. Il y a du bon là-dedans aussi. Il ne faut pas négliger de manière individuelle et en collectif tous les efforts, toute l'énergie qui a été mise par chaque personne de manière à pouvoir faire en sorte que malgré la situation, ça fonctionne. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là, prendre en compte quelle est la situation d'aujourd'hui et l'adapter en conséquence. Quand on parle de cohérence situationnelle, c'est vraiment pour pouvoir mettre en avant qu'il n'y a pas de bon ou de pas bon. Il y a simplement une histoire d'adaptation par rapport à ce qui est au plus juste, par rapport à ce qui se vit aujourd'hui au sein de cette entreprise-là. Et ça, c'est des éléments vraiment où le mot changement est utilisé à grande échelle, mais un changement implique souvent un grand bouleversement et on n'est pas forcément là-dedans pour tout. Il y a des éléments peut-être où le changement va être plus important et il y a peut-être des éléments où c'est une histoire d'adapter, d'ajuster selon la situation. Donc, si on passe à la slide suivante, finalement, énumérer une liste d'avantages ou d'inconvénients pour ma part, par rapport à mon positionnement aujourd'hui, ne ferait pas sens parce que finalement, les avantages et les inconvénients, ils sont dépendants de divers facteurs
qui sont eux-mêmes dépendants de l'histoire de l'entreprise, des défis auxquels elle fait face. Par contre, ce que je souhaiterais vraiment mettre en avant, c'est cet impératif de prendre en compte les objectifs qui soient au niveau des besoins de l'entreprise, donc vraiment les enjeux de l'entreprise, les exigences auxquelles l'entreprise doit répondre et les besoins subjectifs des collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas nier que le télétravail a apporté une ouverture dans ce qui peut-être dans certains domaines n'était pas possible avant. Il y a des domaines d'activité dans lesquels, lorsqu'on parlait de télétravail, c'était non, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est possible dans beaucoup de domaines d'activité. Donc, il faut le prendre en compte. Ça va rester, peut-être pas de manière totale, mais ça va rester certainement. Donc, il faut prendre en compte également les besoins subjectifs. En ce sens, définir de la part de l'entreprise le cadre de manière claire et explicite, laisser du flou n'amène pas d'avantage, contrairement à ce qu'on peut penser. Être dans le flou, ça veut juste dire que les personnes vont se sentir perdues dans ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. Donc vraiment, j'invite les entreprises à se positionner de manière claire et explicite, de manière à pouvoir ouvrir à cette part de négociation dans laquelle chacun peut exprimer ses besoins et laisser aux collaborateurs sa part d'autonomie. Donc, ce que je vous propose à travers ma conclusion sur le slide suivant, c'est des réflexions. Finalement, que ce soit à titre privé, professionnel, à titre d'entreprise, qu'est-ce qui est déjà présent aujourd'hui et qui fonctionne? Comme je disais, ce n'est pas parce qu'on est face à une situation nouvelle que tout doit être modifié. Donc, qu'est-ce qui marche aujourd'hui et qu'est-ce que je garde? À l'inverse, qu'est-ce qui manque et qui a clairement besoin d'être construit pour trouver cette cohérence? Et dans ce qui manque, quelles sont les priorités? Et de ces priorités-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille dessus? Quel est le temps qu'on a à disposition pour pouvoir les mettre en place? Donc, finalement, c'est plutôt à travers ces réflexions-là que je souhaiterais terminer ma conclusion, que de vous donner une conclusion finie en soi par rapport à mon propre point de vue. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute et bien sûr, je suis ouverte à entendre vos questions ou remarques. Mais merci beaucoup pour cette entrée en matière, je dirais assez gustative, qui permet effectivement de prendre conscience des enjeux. Je me permettrai de venir alors avec une question. Vous mettez bien en parallèle, et je vous en remercie, les enjeux de l'entreprise et les enjeux de l'humain, parce qu'on aurait pu partir que sur la lecture ou la vision plutôt humaniste et se dire ben, l'entreprise, elle se débrouille. Là, vous mettez bien les deux éléments. Mais lorsque vous êtes avec vos clients ou vos clientes, eux, quel est leur mode d'expression? Est-ce qu'ils ont cette attention sur l'ADN de l'entreprise qui va faire que effectivement, on doit quand même aller vers le collectif. On doit quand même pouvoir se diriger et retourner, je dirais, dans toute mesure possible, dans les locaux habituels. Alors, je dirais que ça dépend beaucoup, bien sûr, du domaine d'activité, mais je dois dire que dans mon environnement, j'ai quand même beaucoup de personnes qui, que ce soit l'environnement professionnel ou l'environnement privé, qui sont pour un télétravail, mais pas pour un télétravail permanent ou sur le 100%. Je crois que la réalité de la culture d'entreprise, qui est celle où elle se vit, elle est vraie. Elle est vraie. Cette vision-là, elle est quand même assez palpable, où on a besoin de vivre des moments ensemble pour créer cette interaction qu'on ne peut pas juste poser sur papier et demander à faire respecter. La cohésion d'une équipe, la cohésion d'une entreprise, elle demande d'avoir une confiance les uns en les autres, un engagement de la part de chacun. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander, c'est quelque chose qui se crée. Et pour pouvoir le créer, il y a besoin de tisser des liens. Et tisser peut faire écho à un système informatique, mais qui nécessite quand même d'aller parfois au-delà. Donc, je crois que beaucoup cherchent un juste milieu, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les avantages que j'ai trouvés à titre personnel, je puisse continuer à les vivre, que l'entreprise puisse elle aussi continuer à
compter sur un collaborateur qui s'engage et qui continue à travailler pour les besoins de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre? Et c'est là, je crois, qu'est l'enjeu, pour ma part en tout cas, avec mes clients. C'est vraiment l'enjeu de faire comprendre au niveau de la direction qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir à la négociation. Parce que la négociation, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est « mais si je négocie, je perds ». Mais pour gagner, il faut perdre un peu. Et c'est vrai que je sais qu'une de mes pairs avait présenté lors d'une des premières conférences sur le télétravail avec le CLUSIS la courbe de deuil qui fait écho bien évidemment à ce qui a été vécu. Et c'est vrai que si durant les premiers mois de télétravail, les gens étaient en pleine descente parce qu'il fallait prendre conscience que ce qui arrivait était réel, aujourd'hui, on a passé pour la plupart cette phase de deuil et on est prêt à remonter. Donc, on est prêt à s'impliquer dans ce qu'il y a de nouveau, ce qui veut dire qu'on est prêt à dire, OK, ça, c'est ce que j'ai perdu, mais dans ce qui est à construire de nouveau, qu'est-ce que j'ai à y gagner, en fait? Et je crois que les gens aujourd'hui sont prêts à ça. Donc, prêts à comprendre que des deux côtés, il y a un peu de perte, mais quel est le gain commun, en fait? On y mettrait un petit peu moins d'énergie dans des problématiques un peu plus futiles si on acceptait des deux côtés de perdre un peu en autonomie. D'accord. Alors là, j'ai une question qui vous est posée. C'est à travers votre expérience, une solution commune est-elle généralement trouvée pour répondre aux besoins autant de l'individu que de l'entreprise ou pas? Oui, à condition que l'entreprise, comme je disais dans la présentation, soit claire. Le côté je reste flou peut donner un sentiment de marge de manœuvre. Or, c'est quand même compliqué d'ouvrir à la négociation quand on ne sait pas exactement sur quoi on peut négocier. Donc, finalement, là où c'est possible, c'est quand l'entreprise expose clairement le cadre en le définissant de manière à ce que on sache vers quoi on va. La vision de l'entreprise, elle donne finalement le fond vers quoi l'entreprise se dirige, mais qu'elle laisse cette flexibilité au niveau de la forme, c'est-à-dire comment on y arrive. Et là, le comment fait son sens, parce que finalement, si l'entreprise a un projet bien défini, mais qu'elle donne cette flexibilité à l'équipe de dire comment on va y arriver à ce projet, eh ben, ça permet d'ouvrir à la négociation. Mais de la part de l'entreprise, ça nécessite d'accepter de se positionner clairement. OK. Alors moi, je propose, merci pour cette réponse claire. À vous. Je propose que l'on donne la parole à Monsieur Raoul Diaz qui va enchaîner, puis qui a l'expérience au travers de l'affaire Genève, des entreprises qui sont membres de l'affaire Genève. On va voir si cette clarté du langage se retrouve dans les propositions qu'il nous soumet. Et puis on se retrouve au terme de l'enregistrement pour reprendre les questions qui arriveront en cours de route. Merci Madame, à tout de suite. Merci. Je donne la parole à Monsieur Raoul Diaz. Voilà, c'est à vous. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voyez la présentation affichée? C'est bon, ça? Oui, 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 c'est parfait. D'accord, OK. Alors, intéressant, et je vais compléter avec la partie concernant les collaborateurs, mais je vais plutôt revenir puisque j'ai repris la présentation que nous avons faite il y a plus d'une année et je l'ai mise à jour avec les aspects techniques, puisqu'il y a quand même des choses à redire, avec les aspects d'organisation de l'environnement de travail, notamment quand on fait du télétravail. Et puis, en dernier, je vais parler de ce qui est remonté par rapport aux collaborateurs et qui concerne le mode de fonctionnement. Mais je reviendrai en troisième partie si vous le voulez bien. J'ai 9 diapositives, donc dans l'ensemble, ce sera assez court et dans les 20 minutes, ça passera très, très bien. Donc, j'ai gardé un format comme celui qui avait été présenté à l'époque. Donc, ça commençait par CLUSIS Home Office. Et la première diapositive, qui était le schéma des principes de la communication, était celle-ci. Eh bien, en fait, évidemment que quand on a affaire à des techniciens et on se rend compte de ce que ça veut dire en réalité, mais dans la pratique, il y a un certain nombre de personnes qui font des communications, de travail à distance, mais ils ne se rendent pas compte
comment tout ce mécanisme fonctionne. Donc, j'ai quand même laissé cette diapositive. Je ne vais pas la commenter, mais je vais la laisser parce que si le PowerPoint est ensuite distribué pour qu'il y ait une cohérence, en sachant que finalement, les utilisateurs peuvent se trouver, pardon, les utilisateurs peuvent se trouver à n'importe quel endroit de la planète, finalement. Et c'est aussi une question qui est venue lors des différentes discussions, qui est de dire, peut-on faire du travail en étant sur une île, par exemple? Et ça, je n'ai pas de réponse ou je n'ai pas d'avis sur la question, pourquoi pas, à la limite. Tout dépendra du contexte de l'entreprise, dépendra de la culture sociétale de l'entreprise. Je connais des personnes qui font ça, qui travaillent 100% tout en étant sur une île paradisiaque. Pourquoi pas? Ça dépend du travail que l'on fait. Donc, la notion de distance, elle tombe avec les communications à distance et le télétravail. Il suffit d'avoir une ligne de communication pour accéder à un réseau qui finalement aujourd'hui est international, pour accéder aux informations qui se trouvent à 100 km, 1000 km, 10 000 km. Ça ne change rien. La problématique pour nous, ce qui a été problématique, c'était de mettre en place les communications et puis la sécurité, parce que, et ça, on peut le dire et puis on peut rappeler et re-rappeler, le télétravail a amené aussi une partie sombre des communications, ce sont les attaques. Elles ont augmenté, alors on peut dire 20%, 30%. En tout cas, la Suisse aujourd'hui est sous un problème qui est un problème donc des piratages. Et on a déjà entendu parler des rôles, on a entendu parler d'autres sociétés, même des sociétés privées, même de l'État. On a parlé de la Confédération. Bref, tout le monde est concerné et tout cela est venu ou s'est accentué avec la communication et le télétravail. Et donc, ce qui est très important, c'est la sécurité qui doit être mise en œuvre. Pour simplifier les types de communication, et ça, ce sont des slides que j'ai repris d'une vidéo que j'avais faite pour l'affaire Genève et qui a été distribuée aux entreprises pour expliquer quelle était la manière de se connecter à distance. Et puis, ça paraît technique, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a différents types de communication et ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout une question de sécurité. Les types de communication qui se trouvent en orange sur l'écran sont celles qui, au niveau sécuritaire, sont les plus sûres. Celles qui sont au milieu, qui est ce qu'on appelle le réseau virtuel privé, sont les moins sûres puisqu'on donne la capacité, on le verra dans la diapositive suivante, on donne la capacité à un ordinateur se trouvant à l'extérieur de se connecter directement dans le réseau, alors que pour la première ou pour la troisième, ce n'est qu'une image qui est mise à disposition à distance, une photo, si vous voulez, de l'écran qui se trouve à distance. Donc, s'il fallait encore choisir, et vous deviez encore choisir un modèle, une méthode de communication, privilégiez plutôt cette communication ou le poste à distance, le contrôle, plutôt que celle-ci, car celle-ci fait que l'ordinateur qui est utilisé, qui n'est peut-être pas un ordinateur entreprise, va se connecter directement sur le réseau, et là, ça pose d'autres problèmes de sécurité. J'ai laissé quand même la problématique de l'authentification qui se trouve en bas de la diapositive, car elle est essentielle. Et c'est un élément qu'il faut absolument dire et redire, il faut une authentification, ce qu'on appelle à double facteur. Il faut par exemple un mot de passe et un code qui arrive en format SMS sur le téléphone par exemple, pour compléter l'authentification. Le but de cette double authentification est d'éviter que quelqu'un se trouvant à l'autre bout de la planète et ayant récupéré le profil et mot de passe puisse s'authentifier à votre place. Et là, c'est la définition de ce qui se passe quand on est connecté à distance. Et il y a un élément qui est important à mettre en évidence, c'est la connexion poste à poste qu'on appelle contrôle à distance. C'est finalement la plus simple à mettre en œuvre parce que ça peut être mis en œuvre sans l'intervention d'un technicien. Mais cela dit,
le mode d'authentification est propre à l'application. Elle ne passe pas par les mécanismes centralisés d'authentification de l'entreprise. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter. Je ne dis pas qu'ils sont moins sûrs, je dis simplement qu'ils ne sont pas gérés de la même manière. On rebondit un peu sur les mécanismes de communication et on va directement prendre le contrôle de l'ordinateur qui se trouve à distance. C'est réalisable, c'est faisable à moindre coût, il suffit d'avoir un abonnement à 10 francs par mois et c'est tout à fait réalisable. Mais je pense que c'est aussi un problème d'intégrité du poste à distance selon comment est-ce qu'on l'a configuré. Et donc, c'est les solutions que l'affaire Genève a mis en place, pour parler de ce que nous avons mis en place, étaient de ce type, clients virtuels ou des clients lourds. En sachant que aussi, il y a une question de performance. Plus vous avez des personnes à l'extérieur, plus vous allez consommer de la performance. Et il ne faut pas que ça se voit, parce que si c'est lourd à utilisation quotidiennement, eh ben, c'est un problème aussi. Il faut, dans ce registre-là, il faut savoir que les clients lourds VPN sont lourds aussi au niveau de la performance. Il vaut mieux utiliser un client virtuel. Les clients virtuels nécessitent, grosso modo, la moitié de la performance des communications qui nécessitent d'un client lourd. Et le résultat est peu ou prou le même, mais ça nécessite des configurations complètement différentes. Un client virtuel nécessite d'avoir des serveurs de communication à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'un client lourd, lui, il se connecte directement au réseau et il a accès à tout. Et puis, il reste donc le poste à poste. À partir d'un poste à l'extérieur, on peut prendre le contrôle du poste qui est déjà connecté au réseau et qui reste allumé. Ça, c'est ce qu'on a mis en place aussi. Tous les ordinateurs des collaborateurs à l'affaire Genève sont restés, hélas, malheureusement, allumés pendant 18 mois, ils le sont toujours. Et du coup, je me suis permis de faire une synthèse de tous les éléments auxquels il faut faire attention et tenir compte. Cette liste to-do, elle est peut-être prise comme ça peut servir de base pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou alors venir compléter ce qui a déjà été mis en place. Et ce que j'ai différencié, c'est d'abord, c'est centré sur les questions du type de travail possible, définir la limite de ce qui est attendu et demandé. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire à distance. Et par exemple, les services généraux qui nécessitent d'ouvrir les bâtiments le matin, bon, évidemment, ils ne peuvent pas travailler à distance. Et même, on a dû couvrir une problématique qui, au début, on n'avait pas imaginé, c'est qu'on avait la possibilité de rediriger les numéros de téléphone, puisque nous avons un numéro de téléphone qui commence par 058 et qui permet à ce moment-là de rediriger sur un numéro même 022, ce n'est pas un problème, tout en gardant le numéro de téléphone professionnel. Le problème, c'est que quand le collaborateur répond et qui téléphone à son tour, bah, c'est son numéro à lui qui apparaissait. Et on a dû donc changer le central téléphonique pour éviter cette problématique et que ça soit toujours le numéro professionnel qui apparaisse. Donc, vous voyez, ça, c'est finalement une question aussi de visibilité. On ne l'avait pas imaginé et puis il a fallu mettre en place un mécanisme pour le couvrir. Donc, dès l'organisation à mettre en place, espace de travail à la maison, un environnement numérique à disposition. Nous avons mis à disposition des ordinateurs Faire Genève. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter que l'utilisateur utilise le sien pour faire le travail professionnel. Même si au début, le 16 mars 2020, on a quand même demandé aux certains collaborateurs de se connecter avec leur ordinateur, puisque ça nous a pris de court. Je pense que tout le monde a été pris de court. La notion de déviation téléphonique, on en a parlé. La problématique de l'impression, ça c'est une problématique de protection des données aussi, puisque est-ce qu'on donne des imprimantes aux collaborateurs? Nous ne l'avons pas fait. Nous avons donc donné la possibilité aux collaborateurs de se connecter à distance et de voir les impressions qui ont été faites à distance, mais nous n'avons pas donné des imprimantes, nous n'avons pas mis à disposition des imprimantes. Définir quelles sont les applications de l'entreprise accessibles, ça, il faut les valider. Et puis, il y a aussi un problème des licences, puisque si on laisse des ordinateurs allumés et puis qu'on donne la possibilité aux gens de se connecter à distance, parfois, il y a des nombres de licences qui se multiplient. Valider que l'environnement professionnel pourra gérer convenablement la charge de travail, le type de matériel qui sera utilisé, soit à propriété de l'entreprise ou à disposition par les collaborateurs,
et la notion de la sécurité et confidentialité des données qui ne peut pas disparaître. Il faut donc définir une charte d'utilisation et la faire valider, la faire signer pour tous les collaborateurs. Il faut indiquer les règles d'utilisation du matériel. Qu'est-ce que l'on accepte de faire? Est-ce qu'un membre de la famille peut utiliser ce matériel pour faire des choses personnelles, par exemple? Les méthodes d'authentification, on en a parlé, puis la notion de sauvegarde qui est essentielle. Deuxième et dernière liste. Ensuite, valider que le télétravail pourra s'effectuer depuis le lieu à distance. Et là, ce sont les lois qui s'appliquent, hein, et c'est une limite cantonale, fédérale, internationale. Peut-on, par exemple, se transférer des fichiers en dehors de nos frontières? Alors, je donnerai la réponse d'un avocat, je dirais ça dépend, mais il vaut mieux éviter. Donc ça, ce sont des questions que vous devez vous poser, et notamment si le travail s'est fait en dehors des frontières. Définir les différents types d'outils nécessaires, hein, si on utilise des machines virtuelles, des connexions à distance type réseau privé ou des prises de contrôle à distance, ça a été dit. Et selon le choix qui a été défini, mettre en place les différents modes d'authentification. Mot de passe par défaut, au moins ça, code de validation envoyé sur le téléphone, un mot de passe unique qui s'appelle OTP, ou alors une clé USB externe qui permettrait donc de s'authentifier avec des certificats. On appelle ça des FIDO. C'est quelque chose qui est arrivé dans le marché et qui devrait prendre de l'ampleur. Et puis à la fin, mettre en place les outils de communication, des connexions, de sécurité, etc. J'arrive à la question sur ce qui doit être mis en place à distance, à la maison, pour le collaborateur, et ce que l'on fait déjà au bureau. Au bureau, on a un espace dédié, un ordinateur avec une machine dédiée, un grand écran, un grand clavier, une souris. On a une chaise confortable. Je disais dans la vidéo, d'ailleurs, ça paraît pas grand-chose, mais n'empêche que si on travaille à la cuisine, sur une chaise en bois, et qu'on doit faire ça 8 heures par jour, alors que ce n'est pas confortable, ce n'est pas idéal non plus pour le collaborateur, donc il faut tenir compte de tout ça. Nous avons mis en place à disposition des collaborateurs le reste, pas la chaise en tant que telle, mais on a mis aussi donc des dispositions des téléphones et puis le type de connexion qu'il faut mettre en place. Et puis, du coup, on se pose la même question, et cette liste, à la limite, ça serait une liste à cocher. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Est-ce qu'on a un bureau, un espace dédié? Est-ce que l'ordinateur est dédié aussi? Est-ce qu'on a un grand écran? Est-ce que la chaise est confortable? Est-ce que nous avons un téléphone, une imprimante, une connexion réseau? Tout ça, c'est à poser. Évidemment, 18 mois après, revenir avec cette liste paraît un peu désuet, mais n'empêche qu'il y a des gens qui n'ont pas encore mis en place ou qui n'ont pas traité la problématique dans son ensemble. Ça peut être utile. Et cette diapositive, qui est l'avant-dernière, permet de voir les outils qui sont mis en place. Alors évidemment que la plupart de ces outils sont mis en place par des informaticiens, sont mis en place par des gens qui ont l'habitude. On n'installe pas Citrix tout seul, on ne fait pas de VMware et tout seul dans son coin. Il faut donc un environnement, il faut des spécialistes. Mais par contre, on peut faire de la prise de contrôle à distance des postes de travail se trouvant au bureau par TeamViewer, AnyDesk, UltraVNC, etc. Donc, je donne ces termes-là, ces outils-là, parce que ça fait partie des outils qui sont les plus connus, mais vous pouvez en trouver d'autres. Donc, tout ça pour dire que s'il fallait aujourd'hui conseiller à une personne qui veut absolument pouvoir travailler à distance et qui n'a pas les moyens ni techniques et ni financiers, parce qu'il faut quand même payer tout ça, la solution de la prise de contrôle à distance paraît la plus proche et la plus facile à mettre en œuvre, c'est le cas. Et personnellement, je serais tenté de dire qu'une prise de contrôle à distance dans un environnement plus sécurisé, et ça prend de la valeur. Et puis, on arrive à la conclusion, et là, j'ai mis 7 points, et on parle de la problématique des collaborateurs aussi. Les clients VPN, on a dit, pourront se connecter, sont configurés uniquement, par contre, sur des machines mises à disposition par l'entreprise. Il faut pouvoir protéger les environnements, donc nous mettons à disposition le matériel. Il faut nécessairement des directives sur l'utilisation, des outils pour protéger et des outils pour monitorer.
On a constaté une recrudescence des attaques dues à la situation actuelle. La situation exceptionnelle nous éloigne de ce que nous connaissons. Et du coup, on perd des repères. Les attaques sont plus difficiles à détecter. Le télétravail, ça concerne les collaborateurs, aurait tendance à se pérenniser, mais avec la problématique légale, notamment le travail des frontaliers vis-à-vis des lois sur l'assurance sociale et sur la fiscalité entre les pays. Et là, j'ai mis un lien, et de toute façon, je vais le mettre une fois que j'aurai coupé la présentation, je le mettrai sur le chat. Mais ce lien-là vous donne accès à ce qui est aujourd'hui valable par rapport aux accords sociaux entre la Suisse et la France, pour donner l'exemple. Les accords sur l'assurance sociale sont valables jusqu'au 15 novembre. Il faut les réévaluer après. Il faudrait les réévaluer avant, bien entendu, mais s'arrête au 15 novembre. Et ça concerne, c'est que les collaborateurs doivent payer pour être couverts par l'assurance. Ils sont pour l'instant assurés en Suisse, par exemple, travaillent en Suisse, donc pas de problème. Sauf qu'en faisant du télétravail, ils payent en Suisse, mais ils ne payent pas en France. La France pourrait demander qu'ils soient couverts par l'assurance sociale française. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi un problème sur la fiscalité, puisque la fiscalité est aussi un peu dans le même fonctionnement. Par contre, les accords sur la fiscalité s'arrêtent au 31 décembre 2021. Et il est question donc de taxer, soit laisser les taxes, parce que pour l'instant, ça n'a pas bougé. Jusqu'au 31 décembre, ça va rester tel quel, mais on pourrait parler de double imposition à un moment donné si le collaborateur reste en télétravail au-delà du 31 et qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de suivi d'accord. L'expérience que j'ai par rapport à ce que nous entendons, c'est que certains collaborateurs auraient préféré rester en télétravail définitivement ou en grande partie. Et évidemment, on met en évidence le moins de déplacements, un gain de temps parfois de 2-3 heures par jour, ce n'est pas négligeable. Par contre, outre les avantages, il semble que le télétravail aurait tendance à couper les synergies existantes entre les collaborateurs. On n'a plus cette notion de boire un café, d'aller discuter un moment, de partager des choses quotidiennes. Je discutais avant-hier avec un des responsables et qui me disait, quand je suis en télétravail, j'avance parce qu'il y a moins d'échanges. Oui, bon, voilà. Il faut peut-être trouver le juste équilibre. Et en l'occurrence, chez nous, il est autorisé, il est défini que les collaborateurs peuvent faire une journée de télétravail par semaine. Et puis, il a fallu adapter. Il y avait la question donc, dans la présentation de l'événement sur le site Plusis, qui était de dire, est-ce qu'il a fallu adapter la gouvernance? Alors, absolument, il faut. On a adapté les contrats des collaborateurs, on a adapté la gestion des horaires parce qu'on n'avait pas une notion de télétravail avant le 20 mars 2020, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, on a dû suivre, et ça, on ne le dit pas assez, mais on a dû suivre, et on le suit toujours, le suivi des collaborateurs qui sont malades de Covid et qu'il faut traiter différemment. Donc voilà, et en quelques slides, une synthèse d'un côté technique, et puis de l'autre côté organisationnel, et puis des ressources humaines. C'est ma dernière diapositive. Et je reste à votre disposition si toutefois il y a des questions. Monsieur Diez, merci beaucoup pour cette présentation. Si je me réfère à la présentation précédente, puis maintenant à la vôtre, est-ce que ça signifie que les collaborateurs, finalement, ont malgré tout envie de revenir au bureau? Parce que vous mettez en évidence dans votre dernier slide, justement, auraient préféré rester en télétravail, mais finalement, ils viennent parce que majoritairement, certains sont frontaliers. Je me pose la question en vous entendant, est-ce que vous avez parmi vos 350 collaborateurs à l'affaire Genève, est-ce que le nombre de collaborateurs frontaliers finalement est relativement important, donc ils se sont rendus compte de ce problème fiscal et l'imposition et les différents enjeux et assurances sociales que ça pourrait avoir comme conséquence, donc du coup ils reviennent, ou bien finalement ils reviennent parce que
ils ont envie des synergies, ils ont envie de revoir leurs collaborateurs, leurs collègues et la qualité environnementale que vous leur proposez, ergonomique et autres, fait qu'ils reviennent. Et j'ai donné l'exemple des collaborateurs qui auraient préféré de rester en télétravail, mais ce n'est pas la majorité. Mais il faut mettre en évidence aussi le fait qu'il y a un certain nombre de collaborateurs, et le nombre exact, je ne pourrais pas le citer puisque je ne le connais pas, mais qui sont des frontaliers et qui sont, c'est une question légale. Si les accords aujourd'hui tombent, ils ne peuvent plus faire des télétravail. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, ou alors il faut à ces moments-là revoir les accords entre les États. D'accord. Ça pose d'autres problèmes. Ouais. Là, c'est même plus une question des vouloirs, c'est des pouvoirs. Ouais. Et autrement, les gens, en général, sont contents de revenir, oui, pour répondre à la question dans ce sens-là, oui. OK. Merci beaucoup. J'ai répondu à la question? Oui, 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 je vous remercie infiniment. Écoutez, je propose qu'on donne la parole à Rémi Tso, CEO de Softcom, qui va pouvoir nous indiquer le regard qui est le sien sur ce sujet. Et puis ensuite, on reprendra avec vous trois, avec des regards croisés. Je remercie Monsieur Diez de bien vouloir couper également la caméra. Voilà. Monsieur Tso, à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et tous. Moi, j'ai encore moins de slides que mon ami Raoul, j'en ai pas un. Donc, je vais plutôt vous faire un espèce de retour d'expérience sur ce Covid et la situation post-Covid pour Softcom, qui est une société de services informatiques d'environ 80 collaborateurs répartis entre Fribourg, Lausanne et Berne. Pour nous, le télétravail, il existait effectivement déjà avant le premier lockdown. On avait autorisé nos collaborateurs à travailler jusqu'à 1 jour par semaine en home office pour peu que finalement les projets clients le permettent. C'était d'autant plus facilité qu'on a une organisation qui est très agile au sein de l'entreprise. On parle d'agilité organisationnelle et pas seulement de Scrum, hein, pour ceux qui maîtrisent ces mécanismes d'organisation. Ça se traduit par une responsabilisation extrêmement importante des collaborateurs, très peu de hiérarchie. On a qu'un niveau, enfin on a 2 niveaux hiérarchiques, on a la direction et puis ensuite tout le monde est flat. Et plutôt donc une organisation qui est décentralisée avec beaucoup d'autonomie finalement qui est laissée à nos talents parce qu'en fait c'est eux qui savent faire et donc on les laisse faire. Voilà, au moment de passer au 100% en home office, puisqu'on n'a pas eu le choix, donc c'était relativement facile. D'abord, on a une infrastructure qui est quasiment 100% cloud, à part quelques expériences sur des environnements très sensibles de la Confédération pour lesquels on a bien évidemment des moyens de connexion qui sont très spécifiques. Mais sinon, enfin voilà, tout est dans le cloud pour chez nous depuis un certain temps déjà. Tout le monde est équipé de PC portables. On avait déjà également l'authentification à double facteur, comme l'évoquait tout à l'heure notre ami Raoul. Donc ça n'a pas été, on n'a pas eu de limite technique finalement à cette problématique de home office. Voilà. Alors après, c'est sur la question de l'organisation du travail que les questions se posent. Si ça s'est passé sans problème, après quelques semaines, nous avons quand même constaté un certain nombre de choses. D'abord, la productivité individuelle n'a pas été impactée du tout. Même au contraire, je pense que d'un point de vue individuel, et vous l'aurez certainement toutes et tous constaté, les gens ont tendance à travailler même plus à la maison. Ça peut même être une problématique, en tout cas une chose à contrôler, et ça a été évoqué. Mais dès qu'on parle de questions d'équipe, là, les choses deviennent un tout petit peu plus sensibles, puisque chez nous, on a des équipes qui sont constituées, qui travaillent tout le temps ensemble, qui cherchent à solutionner finalement et développer des solutions logicielles pour nos clients en faisant un vrai travail d'équipe. C'est des équipes qui sont fixes, hein. On ne constitue pas une équipe pour un projet. Chez nous, elles sont tout le temps fixes, elles travaillent tout le temps ensemble. Et là, on a commencé à sentir que si d'un point de vue individuel, ça ne posait pas de problème, au niveau de l'équipe, il y avait quelques impacts mineurs. Pour vous donner un exemple, finalement, dans un bureau, on travaille avec des équipes qui sont dans un open space.
S'il y en a un qui râle parce qu'il a un problème particulier, il y a systématiquement quelqu'un qui va se tourner pour lui apporter de l'aide. Et c'est vrai qu'on a cette culture de l'entraide. On parlait de culture tout à l'heure avec Madame Rabou. On a cette culture de l'entraide qui est extrêmement développée dans l'entreprise. Ben, force est de constater que si vous n'êtes pas tous en vidéoconférence en permanence, eh ben, cette râlerie-là, vous n'allez pas la détecter. Et puis, comme la personne, finalement, est très responsable, ou du moins elle est très responsabilisée dans son activité, ben, elle va plutôt essayer de se débrouiller toute seule plutôt que d'embêter ses collègues. Donc là, il y a un impact qui est mineur, qui n'est pas énorme, mais quand même qu'on commence à sentir au niveau de l'équipe. Ensuite, entre les équipes, eh ben, c'est encore plus fort, puisque là, on est face à des gens qui sont plus connectés toute la journée ensemble. Et puis, au niveau de l'entreprise, alors cette fois-ci, c'est effectivement encore plus flagrant. Finalement, on se trouve avec un certain nombre de problèmes liés, comme le disait tout à l'heure Madame Rabou, à des questions d'interaction humaine et de culture. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, j'évoquerai bien évidemment le manque de communication, ce problème d'entraide que j'ai déjà cité, des problèmes identiques finalement qui sont traités dans différentes équipes en même temps mais qui ne le savent pas, l'impossibilité pour on va dire les gens qui sont censés soutenir finalement nos collaborateurs de constater l'humeur des gens au quotidien. Croiser quelqu'un, on parle du café, mais croiser quelqu'un dans les couloirs ou à la machine à café, c'est extrêmement important. Si quelque chose ne va pas, on le voit, on le constate et on peut le traiter tout de suite. Et là, malheureusement, c'est plus possible. Des gens qui dépriment à la maison, ça, parce qu'ils sont tout seuls ou parce qu'ils sont mal équipés ou en tout cas dans des petits appartements, surtout avec la population de jeunes qu'on peut avoir dans l'informatique, c'est pas forcément évident. Je citerai encore un autre problème, c'est les limites de l'onboarding. Nous sommes une société qui a une croissance importante. Dans les 3 dernières années, on a doublé nos effectifs. Pendant toute cette période de home office, finalement, alors c'était déjà difficile de trouver finalement des recrues pour venir renforcer nos effectifs. Comme ça l'est, c'était encore plus difficile que d'habitude. Mais alors, l'onboarding, c'est encore plus problématique, surtout lorsqu'on travaille sur des projets clients, et puis que les clients, eux également, sont également en home office. Là, je dois dire qu'on était face à quelques difficultés qui étaient vraiment importantes. Voilà. Alors, voilà, nous, au niveau de la direction, on est allé tous les jours au bureau. On l'a fait savoir à nos équipes, on est allé les voir à leur domicile. Enfin, voilà, on a mené un certain nombre d'actions pour essayer de rester, de garder la plus grande proximité possible. Et puis, dès que ça a été possible au niveau des consignes de l'OFSP, ben, on a fait revenir les gens. D'abord, tous les gens qui travaillent sur des projets sensibles, hein. Si on fait l'analogie à une situation, je ne sais pas, d'un accident sur laquelle la police, les pompiers doivent intervenir, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent comment est-ce qu'on appelle ça, une task force avec tout le monde finalement dans le même véhicule ou en tout cas dans le même poste de commandement. Je pense qu'on est confronté à des projets qui sont complexes et puis qu'effectivement, ça nécessite beaucoup de collaboration entre les gens. Finalement, on a adopté un petit peu la même méthode en faisant comprendre aux gens qu'ils étaient sur des projets sensibles et qu'il fallait, de notre point de vue, qu'ils reviennent. Et en tout cas, ils l'ont compris et ils sont revenus. Ensuite, ben voilà, dès que la solution pandémique a également évolué, donc on a fait revenir progressivement un petit peu tout le monde en expliquant, récalcitrant avec certainement un petit peu plus de tact et de détails que ce que je fais à l'instant pour leur donner des exemples concrets finalement de nos constats, des problèmes qu'on pouvait vivre et puis de l'importance de se retrouver. Et on a finalement forcé personne. Certains ont mis beaucoup plus de temps que d'autres à revenir, mais à ce jour, finalement, tout le monde est revenu et nous avons remis notre règle en fait d'un jour de télétravail possible par semaine pour peu que cela n'influe pas sur nos projets clients, avec l'idée peut-être de le faire évoluer. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la bonne solution par rapport aux enjeux que j'évoquais. Ces questions de life balance, ils sont importants et voilà, je pense qu'il faudra qu'on trouve des outils ou des organisations, je ne sais pas, qui nous permettent, enfin des outils, je ne pense pas, mais d'autres méthodes qui nous permettront de gérer une augmentation du home office, mais tant qu'on n'aura pas trouvé, ce sera difficile de notre point de vue de l'augmenter beaucoup.
alors même qu'on a beaucoup de pression du marché. Hein. J'avais un candidat aujourd'hui à midi qui m'expliquait que sa life balance était extrêmement importante, qu'il fallait qu'il fasse sa méditation le matin et le soir, qu'il arrivait de la peine à s'organiser dans une journée complète pour associer tout ce qu'il avait à faire, etc. Donc, je pense qu'effectivement, on a cette pression-là, on va la gérer un peu au cas par cas, d'ici qu'on trouve les bonnes solutions. J'étais la semaine dernière au Web Summit à Lisbonne. Si vous ne connaissez pas cette conférence, je vous encourage à vous y intéresser. En tout cas, c'est ce qui, de mon point de vue, se fait le plus intéressant, autant sur les enjeux du numérique que, grosso modo, sur les évolutions sociétales, les évolutions de notre société face au numérique. Et puis, tout le monde semblait dire que on n'a pas le choix, effectivement, sur cette histoire de télétravail. Ça s'accentue, ça sera toujours plus important, on pourra de moins en moins y résister. Et je pense que, pour la plupart, en tout cas, ils arrivaient à la conclusion d'un monde qui serait plus hybride, avec certaines personnes qui vivront à distance et qui interféreront avec l'entreprise effectivement depuis ailleurs, même au-delà des frontières finalement, parce qu'on a besoin de ces ressources, parce qu'il y a un manque de ressources spécialisées, pas seulement en Suisse, mais partout, et qu'on n'aura pas le choix. Et puis d'autres finalement qui auront plutôt eu la volonté de travailler au sein de l'entreprise avec beaucoup plus d'interactions humaines. Je pense que les conclusions qu'on a pu voir à Lisbonne, elles étaient assez orientées sur ce monde dit hybride de l'entreprise, quoi. Et puis, si nous, de notre côté, Softcom, on a pu faire revenir tout le monde, j'aimerais aussi vous faire part de l'expérience d'une start-up suisse qu'on a rencontrée également à Lisbonne. Ils étaient présents au Portugal avec l'entier de leurs collaborateurs, 25 personnes. Et ils ont loué une halle dans laquelle ils ont mis des baby-foot, un mur d'escalade, etc. Ils ont demandé à leurs collaborateurs de travailler 50% de leur temps dans cette halle. Et puis le reste des 50%, ils pouvaient soit finalement s'amuser, soit venir au Web Summit pour participer à un certain nombre de conférences. Et quand j'ai discuté avec le directeur de cette start-up, finalement, la motivation qui l'a amené à faire ça, c'est que lui, alors, au sein de sa start-up, impossible de faire revenir les gens au travail, blocage complet. Et donc, du coup, il a trouvé ce subterfuge pour essayer de ramener tout le monde dans un contexte peut-être un petit peu plus fun et un petit peu plus festif, pour essayer de les convaincre que finalement l'idée du travail ensemble était bien meilleure, parce que finalement, dans le cadre du développement de leurs solutions informatiques, ils voyaient à peu près les mêmes limites que nous. Donc voilà, un petit peu une approche différente, et puis en tout cas des problèmes qui sont partagés. Voilà, pour finir sur un aspect sécu, donc puisque on est quand même dans le contexte du Clusis, j'aimerais vous dire que nous, on a rencontré quand même un certain nombre de sociétés qui se posent quand même passablement de questions sur la question de l'accès aux données sensibles, secrets d'affaires, etc., depuis le domicile, parce que finalement, les moyens de contrôle physiques sont quand même bien moins importants. On a des clients qui travaillent dans le monde industriel également, qui ont des plans, enfin des choses qui sont extrêmement sensibles. Dont les concurrents souhaiteraient certainement, même étrangers, souhaiteraient certainement pouvoir se les approprier. Et puis, ils se font clairement ce genre de réflexion et de soucis par rapport à cette question du home office. Nous, on y est un petit peu confrontés. Et pour y répondre, finalement, on a mis en place, c'était avant effectivement de nouveau le premier lockdown, on a mis en place des solutions d'audit et même un SOC. C'était pas le premier objectif finalement de ce projet, mais effectivement, cette période de pandémie nous a également amené à nous poser des questions sur nos secrets d'affaires et la manière de faire attention un petit peu à tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je suis volontiers à disposition pour des questions. Merci. Merci Rémi. J'aimerais bien revenir, avant de donner la possibilité à nos deux autres interlocuteurs de te rejoindre, j'aimerais revenir sur ce monde hybride.
dont tu nous parles, est-ce que ce monde hybride, il est pas dépendant aussi d'environnement professionnel ou de secteur professionnel spécifique? C'est-à-dire que quand on fait un back-office standard, on peut peut-être imaginer qu'on peut être à la maison, mais quand on doit avoir du relationnel avec l'extérieur et autres, ça semble pas possible. Est-ce que c'est pas, on risque pas d'aller au-devant de modèles différenciés en fonction des objectifs de la société ou de l'entreprise? Ben, je pense pas qu'il y ait une réponse absolue là derrière. Je pense qu'effectivement, il y a des métiers sur lesquels c'est difficile de l'imaginer. Maintenant, ce qu'on constate, alors dans nos métiers de l'IT, ça paraît évident finalement, cette possibilité, elle paraît évidente. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que dans le métier de la vente, par exemple, il y a beaucoup de gens, moins de gens qui voyagent qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Je pense que même dans la gestion de projet, même si nous, on est un petit peu plus dubitatif là-dessus, mais enfin voilà, il y a quand même un certain nombre il y a plein de métiers, je pense qu'on n'imaginait que physique par le passé, puis qui ont bien dû s'y mettre. Hein, je vois bien l'évolution de la télémédecine. On en parlait comment est-ce qu'on dit, au Web Summit également. On voit plein de solutions finalement qui sont en train de se dessiner à distance. Il y avait énormément de présentations liées à l'implication de la réalité virtuelle finalement dans les environnements de travail. On a vu des choses folles. Hein, je pense notamment à un truc qui était le plus fou, c'était une équipe de musiciens qui se synchronisaient en réalité virtuelle. J'aurais jamais imaginé que sur de la musique, on arrivait à avoir un tel niveau de précision et d'échange sur quelque chose d'aussi subtil et fin. En tout cas, je pense qu'on est au début d'inventer un nouveau monde et d'autres modes d'interaction, mais ils sont encore pas tout à fait là. En tout cas, ils sont pas encore dans notre quotidien. Donc, voilà, le maçon virtuel, ça n'existera jamais. Après, la présidente du Clusis virtuel, elle est là, quoi. C'est possible. Oui, sans souci. Sans souci. Merci beaucoup. Je propose à nos deux autres intervenants de nous rejoindre. Voilà, j'attends encore Monsieur Diez. Merci beaucoup. Durant vos interventions, il n'y a pas pour le moment de questions qui se sont indiquées sur le côté. Je voulais savoir, Madame Rabou, suite aux deux présentations qui vous ont suivi, est-ce que cela amène de votre part des remarques ou des interrogations? Ce que j'ai pu constater vraiment dans le point commun des présentations, c'est que finalement, la tendance, elle veut quand même plus un retour au bureau dans les différentes présentations que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord, où finalement, on a le sentiment que ce télétravail, il plaît beaucoup. Alors oui, certainement, il plaît beaucoup, mais encore une fois, quand on prend en compte tous les enjeux et tous les éléments qui doivent être considérés, que ce soit sur un plan technique, sur un plan légal, sur un plan relationnel. Ça va au-delà d'un j'ai envie de rester à la maison pour travailler ou je préfère revenir au bureau. Donc, il y a une réalité de retour quand même au bureau, même si elle est partielle, mais on n'est pas en train de se dire non, on va rester 100% sur du télétravail. Parce que c'était quand même au début une discussion où on entendait beaucoup, ça va être l'occasion de libérer des bureaux, ça va être l'occasion d'économiser au niveau des frais d'entreprise. C'était peut-être un peu précipité comme réflexion. C'était peut-être précipité, mais on voit malgré tout qu'il y a des surfaces qui diminuent parce que le fait de permettre l'existence du télétravail sur une journée, admettons une journée, permet déjà de réduire effectivement des surfaces. Donc, il y a des entreprises, je crois, qui vont entreprendre cette démarche de diminuer les surfaces commerciales qu'elles louent actuellement. Mais ça me permettra de voir émerger d'autres métiers, d'autres choses. C'est loin d'être inintéressant. Par contre, est-ce que dans vos clients, il y a eu la notion de protection des données? Je travaille à la maison, je travaille avec des informations sensibles, je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui est vécu, qui est perçu, ou bien en fait, ce sont principalement
Rémi Tso et Raoul Diaz qui nous rendent attentifs à cela parce que suivant ce dont on parle ou ce qu'on traite, c'est particulièrement sensible et ça l'est moins de la part du collaborateur. Non, non, alors cette sensibilité, elle est là si on prend le domaine bancaire. Typiquement, il est impossible de ne pas être attentif au fait que ces données sont strictement confidentielles. Et avant, quand je faisais allusion dans la présentation à ces discours où pendant longtemps, dans certains domaines d'activité, typiquement les banques, le discours était « le télétravail n'est pas possible » la première raison était celle de la protection des données, de la confidentialité des données, où on ne pouvait pas sortir ces éléments de l'établissement bancaire. Et ben aujourd'hui, même si les collaborateurs ils en ont conscience, d'un autre côté, trotte quand même dans leur esprit le fait que oui, mais quand il a fallu, ça a quand même été possible. Donc il y a un raisonnement où oui, on prend en compte que c'est des données qui doivent être protégées, mais on se dit quand même, oui, mais si on a pu le faire durant le télétravail imposé, c'est qu'on doit quand même trouver une solution pour pouvoir le faire à long terme. Donc là où avant, c'était question-réponse de je demande, on me dit non, je respecte parce qu'effectivement, les données sont sensibles, bah aujourd'hui, on se permet d'aller un tout petit peu plus loin dans l'interrogation. Ça, c'est une réalité que peut-être il n'y avait pas avant le télétravail. OK, merci. Monsieur Diaz, vous êtes intervenu en évoquant tout à l'heure le fait qu'il y avait plus de cyberattaques durant cette période Covid. Est-ce que, à ce titre-là, vous voyez des modèles de gouvernance qui évoluent, qui changent et qui permettraient de démontrer que le volet cyber a toute sa place, voire doit être renforcé dans les entreprises? Oui, absolument. Il faudrait revenir sur un discours qu'on tient souvent, qui est de dire que dans tout comité de direction, aujourd'hui qui se sont concernés par la problématique de la protection des données, devrait avoir participé une personne spécialisée dans le domaine de la sécurité de données. Et quelque chose a changé. On est passé par la Covid pour faire du télétravail. Le télétravail a ramené des problématiques de protection des données qui touchent la Suisse complètement aujourd'hui. Je parlais du cas des rôles, c'est un cas d'école, celui-ci, il va rester dans nos esprits pendant un grand moment et qui nous oblige à nous poser la question, comment est-ce que c'est arrivé? Que faut-il faire pour éviter que ça se produise? Eh bien, mon avis, c'est qu'il faut déjà sensibiliser la gouvernance, les responsables de chaque entreprise par rapport à la problématique de la protection des données, et puis ensuite sensibiliser les personnes qui mettent en œuvre le quotidien, les collaborateurs qui sont au quotidien en contact de ces informations, et c'est en sensibilisant d'abord la gouvernance pour ensuite sensibiliser les collaborateurs qu'on va améliorer la situation. Cela dit, ça ne règle pas le problème de la protection des données par rapport au travail où la personne se trouve. Et on peut mettre en place tout un ensemble de mécanismes pour protéger les données, mais on ne peut pas les protéger d'un appareil photo, par exemple. Les données, elles pourraient apparaître juste visuellement en lecture uniquement sur un écran. On pourrait faire ça, mais derrière, il y a des appareils photo. Donc, finalement, quelle est la limite de ce que l'on doit accepter, de ce qui est acceptable? Indépendamment de la protection des données par rapport à la transmission des informations confidentielles à une tierce personne inconnue, donc on sort de ces cadres-là, reste la problématique de la protection des infrastructures et éviter d'être touché par un ransomware, ce qui est le cas aujourd'hui en Suisse presque quotidien. C'est un complément. Et ce complément-là vient mettre en évidence tout le reste. Et j'espère qu'on en sortira grandi parce que finalement, dans une situation comme celle-ci, on ne peut que sortir par le haut. Mais il faudra donc améliorer la communication, faire comprendre la problématique de la protection des données. Et on parlait de la notion de cloud ou pas cloud, local, pas local. Ce sont des débats qu'on a déjà eus par le passé. Nous avions même créé une association à l'époque qui voulait, ça s'appelle Swiss Made Security, qui voulait parler justement de faire vivre un cloud suisse. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Quelques années après, parce que la problématique de la protection des données et de la sauvegarde des données
et a été mise en avant par la pandémie, le télétravail d'un côté, mais aussi par le piratage des entreprises de l'autre. Est-ce que je réponds à la Oui, question? oui, oui, oui. Moi, je me permets de poser cette question parce que je suis convaincue que le modèle de gouvernance doit être revisité dans bon nombre d'entreprises. Et aujourd'hui, je reste toujours très surprise, 18 mois après, alors que certains se sont fait hacker, certains ont eu d'autres problèmes dans la mise en place du télétravail, que leur modèle de gouvernance ne bouge pas et qu'ils continuent d'avoir, soit dans leur conseil d'administration, soit dans leur modèle de direction, même le management, il y a pas les profils. Il y a pas on cherche pas à mettre le profil qui va faire que on va pouvoir s'adresser ensuite aux bons spécialistes pour pouvoir absolument mettre en place les pare-feux qui doivent permettre à l'entreprise de se faire hacker le moins possible, ou en tout cas, si elle se fait hacker, l'autre en face, il a mis beaucoup de temps pour y arriver parce qu'il y avait tous les paramétrages qui avaient été rajoutés. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Pour moi, hein, le télétravail, ce que je vois, ça a modifié la relation de l'individu face au travail, ça a modifié la relation de l'individu avec l'entreprise pour laquelle il travaille, la relation avec ses collègues, et normalement, ça devrait, dans le modèle de gouvernance, modifier le regard qu'on porte sur la sécurité, sur la confiance numérique. Et là, pour moi, il y a encore des éléments qui reste en suspens et je voulais le relever. Remitso, vous voulez intervenir? Oui, je partage tout ça. Et, mais enfin, il faut quand même comprendre que pour des PME, c'est quand même pas facile. Hein. J'entends, nous, on est une boîte informatique, donc bon, on est sensibilisé à l'affaire, mais on reste quand même une PME. On travaille beaucoup pour le monde public, ce qui fait qu'on a des marges qui sont minimum. On n'est pas, on est ni une banque ni une structure qui génère des gros volumes de marge. Et toute cette infrastructure dont je parle, qu'on a commencé à mettre en place depuis de nombreuses années, encore une fois parce qu'on a la chance d'être dans ce monde-là, ça coûte quand même une blinde. Hein. J'entends faire les certifications ISO 9000 déjà pour avoir une gouvernance d'entreprise qui soit plus ou moins correcte, tout en mettant en place une organisation très agile, décentralisée. C'est des budgets qui nous ont coûté des dizaines de milliers de francs à mettre en œuvre. Là, on avait fait bien évidemment beaucoup de projets dans le monde de la Sécu. Là, on est en train de se faire certifier ISO 27000, 27001. C'est de nouveau des dizaines et des dizaines de milliers de francs qui sont, en coût externe, en coût interne, qui sont des investissements lourds pour une PME. Donc, la sensibilité, bien évidemment, ça permet déjà de prendre conscience du problème puis d'y aller. Le problème, c'est qu'effectivement, les attaques, elles sont virulentes, elles sont violentes, elles sont de plus en plus fréquentes, on l'a évoqué. Commencer maintenant à vouloir mettre en place une sécurité de bonne qualité, ça représente un investissement qui est colossal pour les entreprises. Il faut aussi être conscient de ça. Ce n'est pas qu'une affaire de bonne volonté, quoi. Il faut pouvoir se le payer, quoi. Ouais. Donc voilà, enfin, encore une fois, moi je touche du bois pour le moment. On n'a pas été trop victime de gros problèmes, mais parce qu'on a peut-être mis en place un certain nombre de choses, c'est certainement pas totalement étanche. Pour nous, c'est un risque important. Hein, j'entends si il n'y a pas de mauvaises personnes mal intentionnées parmi notre auditoire ce soir, mais c'est sûr qu'en nous touchant, nous, potentiellement, on touche des dizaines de cantons, la Confédération, etc. Ça serait une catastrophe pour l'entreprise de se faire attraper, quoi. Mais ouais, je trouve que, enfin voilà, pour une société de notre taille, c'est un coût relativement important. Et je comprends que des structures comme des PME, ou même on parlait de rôle tout à l'heure, des communes, c'était pas dans le radar. Et quand on dit qu'il faut avoir les bonnes ressources, même nous, on n'a pas les moyens de se payer un ciseau au sein de l'organisation, on n'a pas les moyens de se payer un DPO. On est en train de chercher des solutions avec des compétences as a service ou avoir des compétences qui se développent au sein de nos équipes pour compléter ces compétences qu'on n'a pas totalement aujourd'hui. Mais ouais, c'est des coûts qui sont pas négligeables, quoi.
Effectivement, on l'a toujours dit, hein, que la sécurité, c'est une ligne budgétaire qui coûterait très cher aux entreprises dès le moment où elles veulent effectivement aller au maximum de ce qui pourrait être demandé. Tout à fait. Nous arriverions, je vois pas de questions, d'autres questions posées. Alors, nous arriverions au terme de notre rendez-vous. Si je vous demande à chacun une conclusion sur télétravail, place de l'humain, place de l'entreprise, comment continuer d'avancer ensemble avec un avenir qui serait plutôt hybride. Quel est le regard que chacun ou chacune d'entre vous vous porteriez? Lady first, Madame Rabou, je commence par vous. Alors, c'est un peu, je dirais, difficile à poser pour ma part comme regard parce que on a bien évidemment, qu'on le veuille ou pas, au fond de nous, quelques préférences. Donc, de garder un regard le plus objectif soit-il, parce que c'est quand même le but, je crois, en tout cas dans mon métier, ce serait vraiment de mettre en avant, de conclure sur le fait que pour que ça fonctionne, et M. Lutzo le disait avant, au niveau de cette recherche d'équilibre, ça prend du temps. Et pour pouvoir trouver cet équilibre-là, on peut bien évidemment s'inspirer de ce qu'on voit autour de nous, mais il faut vraiment savoir prendre en compte ce qu'on vit chez nous. Et ça, je crois que c'est un impératif qui doit être mieux pris en compte parce qu'on a souvent quand même, je trouve, dans notre société, cette tendance à regarder ce qui se fait et à se dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché, eh ben on fait ou on fait pas. Et puis on oublie quelquefois de se questionner par rapport à notre propre organisation, par rapport à ses propres défis et comment les ajuster pour qu'elles correspondent au mieux à ce qui est le plus juste pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Donc, je dirais que pour ma part, c'est plus de oui, regarder ce qui se fait, mais de prendre le temps de se repositionner par rapport aux propres besoins de l'entreprise et de ce qu'elle vit. Merci beaucoup. Monsieur Diez. Voilà. Et je vais compléter en disant que ma lecture est que nous sommes à l'aube d'un changement sociétal. Et pendant que Madame Rabou parlait, je me disais, mais on est dans un changement, et on est des paradigmes. Le véhicule à explosion existe depuis 100 ans, et puis 2040, on est en train de dire que ça n'existera plus. En tout cas, qu'on ne va plus le produire. C'est un changement radical. On va vers cette société un peu hybride à tous les niveaux. Et ça va aussi, puisque la porte est ouverte, et puis je serais tenté de dire que la boîte des Pandore est ouverte, on aura affaire à tout un tas de possibilités, en tout cas des offres, qui vont façonner la société, notre société, dans les 20 ans qui viennent. Maintenant, combien de temps ça va nécessiter pour se mettre en œuvre? Ben, à nouveau, si je reviens sur cette notion de véhicules à explosion, des voitures, ben, si on est capable de sortir de l'essence, du combustible, et en 20 ans, ben, ça veut dire que d'ici 20 ans, on sera plus au bureau, on sera à la maison, il y aura du télétravail sous une forme différente, que sais-je. 80% des emplois qui existent aujourd'hui auront disparu, et on aura d'autres emplois à la place, parce qu'on va dans ce sens-là. Donc, oui, on est devant un changement et la pandémie n'a pas aidé. Et ça a poussé à un changement de mode de fonctionnement. Ce n'est pas fini encore, mais ça, on voit bien hein, qu'il y a des changements. Et puis, on voit bien aussi le clivage hein, entre les différents groupes de personnes. Il y en a qui sont pour le vaccin, contre le vaccin. Et ben, il y en a qui sont pour le télétravail, contre le télétravail. Et puis, ceux qui vont rouler en voiture et à explosion. Et puis, ceux qui auront une voiture électrique. Voilà, je serais tenté de dire qu'on va vers un changement sociétal plus qu'un changement de mode de fonctionnement au niveau professionnel. Et on le verra bientôt, très très vite. Je pense que les premiers changements commencent déjà à apparaître maintenant, mais dans les 5 ans qui viennent, ça serait à court terme. On verra d'autres. Bien, et c'est très positif. Nous verrons Monsieur Tso. Chère madame. Quelle est votre conclusion? Ma conclusion,
encore une fois, nous sommes une société d'ingénierie avec des spécialistes et nous, je le dis tout doucement, mais on a plus de difficultés à trouver des ressources que des clients dans la situation actuelle. Je ne le dis pas trop fort, hein, parce qu'on en cherche quand même. Voilà. Personne ne nous écoute. Pardon, voilà. Donc, certains nous écoutent, oui, tu as raison. Et dès lors, forcément qu'on doit être, nous, on a une culture de bienveillance, d'écoute de nos gens, de cette organisation décentralisée qui fait que c'est pas nous qui menons le jeu, c'est le marché qui mène le jeu, c'est le marché de l'emploi avec ces candidats, nos collaborateurs qui vivent des expériences, qui évoluent, des nouveaux qui arrivent avec d'autres attentes plus jeunes. Et donc, c'est le marché qui nous dicte tout ça. Et cette culture agile, elle a pour but finalement de permettre de s'adapter à l'évolution de cette situation. Donc, on s'adaptera. Voilà. Alors, soit effectivement, ça se fait dans la durée et puis ça ne sera pas trop un problème, je pense, on trouvera les solutions. Soit ça se fait de manière un petit peu plus brutale, puis on a peut-être une piste. La piste, ça serait de créer une deuxième société. Parce que notre lecture finalement de tout ça, c'est de se dire, à partir du moment où on est dans un contexte hybride avec des gens qui sont soit au travail, enfin en présentiel au bureau, soit carrément à distance et même potentiellement loin, à l'étranger, la relation entre l'employeur et le collaborateur, elle va changer. La relation contractuelle, déjà, elle va changer. La relation, même la relation, la culture va changer. Ce sera forcément plus la même relation entre l'employeur et le collaborateur. Et puis la relation avec le client aussi. Nous, on a une proximité de par notre organisation, le fait qu'on ne fait pas d'offshoring, qu'on veut être très très proche de nos clients et qui connaissent leur nom, leur numéro de téléphone, qui sont en mesure de les appeler. C'est peut-être plus la même possibilité dès lors qu'on a des gens qui sont décentralisés un petit peu partout sur la planète et qui sont en home office. Et dès lors, on se fait peut-être, du moins on se fait cette réflexion de se dire, mais si on doit aller dans un modèle hybride très vite, peut-être que la solution, ça serait d'avoir une deuxième société avec finalement deux cultures, deux relations complètement différentes, client-fournisseur et client-collaborateur. Et puis finalement, avoir ces deux mondes qui vivent en parallèle, si on n'a pas le temps de le faire, de l'absorber finalement de manière organique et normale, quoi. Voilà. Merci. Voilà, là, on change de monde. Je vais revenir sur Terre. Et puis, je vais clore l'événement. Il est clair que le CLUSIS se réjouit de vous accompagner et de mettre en évidence toutes les réflexions que vous conduisez. Et puis, on aura le plaisir dans les années 22 et plus de continuer à réfléchir à la place de l'humain avec Madame Rabou et à l'engagement aussi bien de la confiance numérique que de la place de nos PME et de nos sociétés sur le territoire roman et suisse. Toujours est-il, merci d'être là, merci d'avoir participé à l'événement. On se réjouit de vous retrouver. Je peux déjà vous dire que le prochain événement, c'est le 30 novembre, où là, nous parlerons des indicateurs de menaces pour la Suisse et nous aurons des intervenants de qualité comme d'habitude. Mais merci pour votre confiance, merci d'être là, pour votre fidélité. Même heure, même lieu, à la fin du mois. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci à vous.